Petit stream entre amis, c'est parti avec ce soir un artiste, un chanteur, un rocker, Charles-Élie Couture. Il vient de sortir Fort Rêveur, c'est le nom de son album. Ça, c'est pour le chanteur, mais il y a un Charles-Élie Couture qu'on connaît moins. Voilà ce que dit sa notice Wikipédia que je recopie consciencieusement. J'adore copier les notices Wikipédia. Alors, Charles-Élie Couture, je lis Wikipédia, a publié une quinzaine d'ouvrages de réflexion, de dessins et de photos. Il a réalisé des affiches pour le tennis, comme la finale de la Coupe Davis à Paris, et soutenu la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques. Il a dessiné des logos, comme celui de la région Lorraine, conçu le design de montres et créé une collection de chaussures sous la marque CH Élie. Intéressé par les nouvelles possibilités d'expression et de communication qu'offrait le réseau Internet, Charles-Élie fait partie des 1000 premiers adeptes qu'on a appelés les pionniers du web. En 1996, il crée les champs paraboliques, son site qu'il fait régulièrement évoluer en utilisant ce nouvel espace de création numérique. J'ai fini de citer Wikipédia. Bref, c'est le moment d'avoir Charles-Élie Couture dans un petit stream dont je rappelle le principe. C'est en direct sur europe1.fr et sur Dailymotion. Vous tweetez, vous facebookez et on pose vos questions à Charles-Élie Couture qui sera également interrogé par deux fans. Jonathan Boucher-Peterson qui a fini par arriver d'Europe 1 et Johan Hufnagel de Slate.fr. Bonsoir à tous les deux et surtout, bonsoir et bienvenue à vous, Monsieur Couture. Salut à vous. Alors, je serre les fesses tout le temps avec Wikipédia parce que c'est tout le monde qui écrit ce qu'il veut. Alors, généralement, c'est des fans énamourés. Et ouais ils en savent plus que vous sur vous. Ah bon? C'est ça qui est inquiétant. Au début, il y avait des trucs qui étaient un peu foireux, mais bon, là, ça a l'air de se stabiliser d'après ce que j'entends là. Mais j'avoue que j'y plonge pas tout le temps. Alors, c'est vrai ce que raconte Wikipédia quand il dit c'est un des pionniers du web, ça a été un des tout premiers à ouvrir son site. En fait, depuis que j'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'avais passé une thèse sur la polymorphie de l'esprit. L'idée était de dire qu'être un artiste, c'est pas seulement avoir une maîtrise d'un savoir-faire, mais c'est être. C'est selon Marcel Duchamp ou Andy Warhol qui disait « fais de ta vie une œuvre d'art ». Et donc, être un artiste, pour moi, c'est un état d'être avec une question existentielle qui est à l'intérieur de toi, qu'on va appeler l'inspiration. Et puis après, tu vas trouver le moyen d'exprimer ce que tu ressens. Donc, depuis toujours, j'ai continué à mener en parallèle à la fois ce que je faisais dans le domaine des arts visuels, peinture, photographie et même cinéma, et musique qui me permettait à cette époque-là de financer en fait ma vie. Donc, quand je rencontrais des gens de la musique qui me disaient le chanteur, le lorrain, la barbichette, je disais toujours, mais attendez, je fais encore d'autres choses, ça fait partie d'une recherche plus globale. Vous connaissez une pierre, mais ça fait partie d'un mur, etc. Et donc, je me promenais avec des carnets à dessin. Et quand j'ai vu apparaître Internet comme moyen à la fois de proposer de l'image et du son, je me suis dit, putain, mais c'est exactement ce que... Et c'était en quelle année, ça? C'était en 95, 96. Ouais, c'est une année charnière, ça, pour les tout débuts d'Internet. C'est l'année qui revient souvent, la charnière 95-96. Oui, absolument. Et quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Putain, à l'époque, il fallait tout le temps redémarrer la mécanique, parce que je suis pas un spécialiste quand même. Donc, j'ai travaillé avec un gars qui était plus fort que moi là-dedans, qui s'appelait Mario Salis, artiste italien et qui était basé à Metz. Et c'est lui qui a trouvé l'expression multiste qui me correspond bien. Il dit, mais Charlie, tu fais tout, tu es multi-artiste, on devrait dire tu es multiste. Ah, vous êtes un multiste. C'est resté. Depuis, mais je trouve que c'est ce qui correspond le plus à ce que beaucoup d'entre nous, pas seulement moi, mais beaucoup vivent, à savoir que, encore une fois, le multisme, c'est le fait de considérer qu'il y a une différence entre le fait d'être un artiste, c'est-à-dire, et un artisan. L'artisan étant celui qui veut avoir la maîtrise du geste et qui réfléchit avant d'agir, alors qu'être un artiste, c'est une prospective qui n'a rien à voir, puisqu'il s'agit d'aller visiter les sphères de ton subconscient et en trouvant coûte que coûte les moyens d'exprimer ce que tu vas ressentir dans ces phases d'émotion et de transcendance. Donc c'est pas la même chose. Quelle est la place d'Internet aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que vous êtes un usager, un utilisateur? Est-ce que vous êtes un créateur qui utilise? Je passe un temps fou fou dessus. Ça prend ma vie, mais si j'ai du bide, c'est à cause d'Internet. Hein. C'est à cause d'Internet ou à cause de la bouffe américaine? Parce que vous vivez aux États-Unis. C'est ça. C'est un peu les deux. Quand on mélange les deux, mais je passe un temps fou assis parce que en fait c'est comme quand t'es un plongeur
nageur et puis que tu as ton tuba, quoi, si tu veux. Internet, surtout pour un artiste qui nage entre deux eaux comme moi, c'est le moyen de rester en contact, un périscope, on va dire, sur le monde. C'est une fenêtre qui fait que depuis ton bunker, où que tu sois, quel que soit ton isolement, tu peux avoir le sentiment de visiter, de choisir ton déplacement. Les détracteurs d'Internet disent exactement la chose inverse. C'est-à-dire, ils disent, va voir le monde, arrête de regarder ton écran. Je peux comprendre que on puisse dire ça, il y a pas de problème. Mais ce que j'ai écrit il y a des années, c'est qu'Internet, c'est la 5e fenêtre. À savoir que la première fenêtre, ça a été celle des hommes préhistoriques qui voyaient la fenêtre depuis chez eux. Et puis la 2e fenêtre, ça a été quand on a fait les maisons érigées, où ça faisait que d'un même endroit, tu pouvais voir d'un côté et de l'autre. La 3e fenêtre, ça a été la télévision qui a été la 3e fenêtre, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé, et c'est pas la 5e, mais la 4e fenêtre, ça a été Internet, qui faisait que c'était plus la télévision qui choisissait de t'apporter ce qu'elle voulait, mais toi qui te déplaçais dans l'espace et dans le temps. Et vous, quand vous choisissez, vous êtes un consommateur de quoi? C'est un peu d'infos, un peu de musique, un peu de photos, un peu d'art? Vous vagabondez? Je visite pratiquement tous les endroits qu'on me conseille de visiter. Et je rejoindrai une discussion qu'on avait en antenne tout à l'heure à propos de la virtualité. Quand des gens me disent est-ce que tu pourrais aller faire un tour sur mon site ou écouter ça, écoute ça, etc., je le fais. Le seul truc, c'est que dans cette virtualité, je garde rien. Le mois dernier, j'ai visité 25 sites différents avec des 25 artistes. Certains faisaient des choses bien, mais ça va tellement vite que j'ai même pas le temps de mémoriser. Je peux, à part une chanteuse anglaise qui s'appelle Adele, dont j'ai retenu le nom. Et ça, tous les autres trucs, déplorez, vous dites il faut l'accepter parce que c'est aussi le prix de cette richesse, de ce côté flash. C'est le danger. C'est vraiment très dangereux parce que ça va tellement vite que tu sais, on dit que pour que l'eau imbibe les tissus, il faut quand même qu'elle reste là, sinon elle glisse sur. Et pour la mémoire, c'est pareil. Donc Internet, c'est le danger de cette hyper-accélération. Des idées formidables qui partent comme des fusées et puis qui explosent souvent tout de suite. Et vous pensez que vous seriez le même artiste sans Internet aujourd'hui ? Ah, je serais mort depuis longtemps s'il n'y avait pas Internet. Dans quel sens ? Internet m'a permis de garder une sorte de respiration avec le monde et surtout un encouragement de la part de gens qui me tenaient quand les médias m'ont abandonné. Donc quand j'ai senti que j'amusais plus ceux qui amusent les autres, là j'ai cru que j'étais prêt à mourir. Et quand vous dites prêt à mourir, ça veut dire quoi ? Non, je me jetais par la fenêtre. Alors que pourquoi ? Parce que entre l'énergie que j'avais à l'intérieur de moi et ce qu'on m'accordait comme droit d'expression, j'avais pas la place. C'est pour ça que je suis parti. Et Internet m'a redonné une espèce d'accompagnement, je veux dire d'amour même, de la part de certaines personnes. C'est pas des flux énormes, mais c'est des gens qui me disent des choses qui justifient que je fasse les efforts en plus. Donc il y a bien des choses qui restent alors sur le web quand même. C'est pas qu'un flux. Non, j'ai parlé de la magie extraordinaire que ça avait en tant que transmission d'une information, mais ça reste très volatile. Et pour que ça se construise, tu vois, ça fait des trucs comme l'autre clown là, du Nord qui avait fait un truc sur un rap paysan. Camini, voilà. Voilà, un machin qui apparaît, qui fait une bulle, ça monte, puis d'après derrière. Mais il y en a toujours eu des météorites dans la musique. Peut-être. Ouais. Mais Internet a amplifié tout ce phénomène parce que tu as des trucs qui sont liés à l'image aussi, tu vois. Pas seulement au son, donc d'un seul coup la musique est plus seulement ce qu'elle est, mais elle est liée à une espèce de truc qui titille. Donc c'est bien
pour certains trucs, mais quelquefois tu transmets l'information, mais on le voit même au niveau politique, plus avant même de l'avoir vérifié, parce qu'on vient de te la donner, et moi je me suis fait avoir plusieurs fois au début à retransmettre des informations sans les avoir vraiment vérifiées, et après on me disait mais attends, c'est un tissu de conneries. Oui, c'est un fake, un hoax. Donc vous, à titre personnel, on a l'impression que ce que vous retenez en fait, c'est la dimension humaine d'Internet. Quand vous dites ça m'a sauvé, j'ai eu un contact direct avec les gens. Souvent on décrit Internet comme la déshumanisation. Voyez-vous en vrai, touchez-vous, croisez-vous. Là, visiblement, c'est les contre-exemples. Justement, Internet, c'est très fort pour ça. Pour des gens qui sont dans la montagne, des gens qui sont handicapés, des gens qui se sentent mal à l'aise avec eux-mêmes. Internet, ça permet d'avoir une communication justement intime. Je ne sais pas si c'est vrai, mais comme je dis souvent, je répète des choses qui me sont dites. J'ai pas la possibilité toujours de vérifier si elles sont vraies, mais en même temps, je suis plutôt rousseauiste moi. Donc non, mais j'admets. Je crois que au fond, l'essentiel des gens. Si tu veux, il y a des voleurs, mais ça existe. Je discutais avec un broker à New York qui m'expliquait ça, c'est qu'il faisait beaucoup de choses au téléphone. Et ça allait dans la vitesse et il fallait que ça se passe parce qu'il ne pouvait pas se permettre de rater une affaire. Et plus il mettait des freins, pour se protéger contre les escrocs qui ne manquent pas parce que ça existe, plus ils mettaient des freins aussi aux personnes honnêtes. Or, il y a quand même beaucoup plus de gens honnêtes que de filous. Donc, il y a 7%. Voilà. Et on fait des lois pour les filous qu'on impose aux autres. Mais il faut surtout garder enfin, moi, je crois. Une question basique, prosaïque, mais en termes d'équipement, c'est quoi votre univers technologique ? Un computer, book, MacBook, voilà. Vous avez accès à Internet via votre téléphone ? Vous êtes un addict du téléphone et du surf sur téléphone ? Je le fais pas trop, non. J'ai un ordinateur, deux ordinateurs à mon atelier, 2 ordinateurs à la maison, mon iPod, iPhone... Et puis c'est tout. Votre atelier, il est à côté de chez vous, dans New York ? C'est où physiquement, comment on imagine Couture qui travaille ? Sur la 58e rue, en plein cœur de Manhattan, à 2 pas de Central Park, dans un petit immeuble en briques. Et mon atelier est à l'arrière de la galerie que j'ai maintenant, qui donne sur la 36e rue, entre 8e et 9e avenue. Et que j'ai depuis que je loue depuis le mois de juillet dernier, après que je sois descendu du 19e étage où je suis resté pendant 5 ans avec une artiste japonaise qui s'appelle Mariko Mori. Quand vous dites que les médias vous ont lâché et que Internet vous a sauvé, c'était important le regard et une forme de pression médiatique sur votre travail pour vous stimuler, vous le reconnaissez ? C'est pas comme ça. Non ? Mais tu comprends pas. Quand tu fais une chose liée à ce qu'on appelle les arts industriels, l'édition, le cinéma, les jeux vidéo ou la musique, tu as besoin que l'information soit donnée. Et comme de toute façon, il faut ratisser large, si je puis dire, pour que quelques-uns se sentent motivés par le truc. S'il y a peu d'informations, il y a peu de chances pour que tu concernes les gens qui sont intéressés par toi. La différence avec les arts plastiques, qui sont des arts rares, c'est-à-dire des arts d'unicité, c'est que pour m'en sortir, grosso modo, à New York, il faut que je vende 40 pièces. Pour que j'amortisse les frais que le disque m'a coûté, il faut que je vende grosso modo 40 000 disques. 40 000 disques, je ne peux pas les vendre tout seul. J'ai besoin qu'on m'aide et qu'on en parle. Si on n'en parle pas, mon truc, il meurt dans l'œuf. Et je suis obligé Alors que dans le domaine des arts plastiques, moi, en tout cas, je peux à peu près arriver à équilibrer. Je ne parle même pas de m'enrichir. Un artiste qui donc n'a plus la surface médiatique qu'il aurait pu avoir et qui vit ça au moment où Internet est en train de siphonner une partie de la valeur de l'industrie du disque. C'est la double peine. Comment vous avez vécu ça ? Puis on va aller vers des sujets qui
qui sont attendus, mais qui sont Adopi et le rôle d'Internet aujourd'hui dans l'industrie musicale. Écoute, je répète que j'ai essayé de prévenir les maisons de disques très vite de ce que Internet pouvait être justement un palliatif ou en tout cas régénérer quelque chose qu'eux-mêmes n'arrivaient plus à faire parce que on sentait une évolution. D'abord, avec je pense que les gens ont commencé à se lasser du disque parce que l'objet lui-même du 12 cm sur 12 cm correspond pas à l'attente qu'on peut avoir quand on achetait un CD. Donc si les gens ont commencé à arrêter d'acheter des disques, c'est simplement parce que c'est moche. Montrez le vôtre parce qu'il est beau, là on le voit pas dans le cadre. Mais... Et donc il est... il est beau celui-là. En fait, pendant 2 ans, j'ai essayé de proposer ce nouveau packaging. Si c'est vos photos, évidemment. Oui, sauf celle-là, qui est d'un photographe qui s'appelle Marc Dubord. Mais tout le concept du disque était de dire, voilà, un CD, c'est grand comme ça, c'est de la daube, et si les gens ont fini d'acheter ça, c'est parce que ce petit truc-là, avec son emballage de 12 cm sur 12, ça correspond pas à ce qu'ils attendent quand ils achètent Mozart, les Stones ou n'importe qui. Et quand j'étais petit, je me rappelais du plaisir que j'avais d'ouvrir une pochette, de trouver le cadeau bonus à l'intérieur de ci ou de ça, des textes dans lesquels je pouvais rentrer. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, le problème, il n'est pas c'est pas le CD. Le problème, il est le packaging qui va pas. Bon, en gros, j'ai essayé de faire passer le message. Les autres m'ont envoyé péter en me disant que ça coûterait trop cher de fabriquer des bacs, que c'est pas moi qui allais révolutionner l'histoire du disque, et donc que j'aille me faire voir ailleurs. Vous étiez chez qui à l'époque ? Là, en fait, j'avais repris mon contrat chez Vagram et c'était pour faire ce truc-là que j'ai essayé et donc ça c'est sorti exclusivement sur Internet parce que et ça, c'est les choses positives, si tu veux, qui n'étaient pas possibles, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, c'est de dire bon, ok, ça passe pas dans le système traditionnel, alors j'ai trouvé un autre truc et je suis passé par vente privée qui eux m'ont dit, nous on veut bien, mais on veut un produit spécial. Ah ben, m'en parlez pas, j'ai ça, s'il vous plaît. Et For Rêveur, le titre de l'album, ça vous correspond bien? On comprend qu'il y a une dimension, vous y avez cru, vous l'avez fait jusqu'au bout. Ça vous a coûté quand même? Ouais, mais je suis un rêveur éveillé, je suis un rêveur debout. C'est ce qui les rend forts souvent. Je suis pas un rêveur indolent. Ne subissez pas. Je suis artiste, donc je suis heureux quand je crée. Après, ce que ça devient, ça dépend plus de moi. Il y a un moment donné tiens, voilà, je peux raconter l'anecdote, comment ça s'est fait. J'avais écrit ma newsletter qui, là, me permettait justement de dire ce que j'avais sur le cœur. Et vous permet toujours. Et me permet toujours. J'ai écrit à la fin du mois de mi-avril dernier, voilà, j'ai fini la partie artistique du disque, je vois pas où je peux aller plus loin. Maintenant, il faut que je trouve... un intermédiaire, un interlocuteur qui enfin accepte de prendre le truc. Et là, une internaute qui, en l'occurrence, se trouve être une des filles de la Poste, qui travaille au marketing de Colissimo, lit ma newsletter, le personnage un peu particulier, à haute voix, dit devant son ordinateur « Oh, qu'il est con, ce Charlie Couture, c'est par nous qu'il devrait passer, il faudrait qu'il nous en parle, etc. » Chose qu'entend son assistante, mais je te jure, hein, c'est elle qui me l'a raconté, et qui lui dit: ah, vous voulez que je le contacte, Charlie Couture? Elle dit: mais qu'est-ce que tu connais de Charlie Couture? C'est pas ta génération, tu le connais toi? Elle dit: moi je le connais pas, mais ma mère a fait ses études d'achat de presse en même temps que son assistante directe, etc., etc. Si vous voulez, je peux la contacter. Voilà le genre de truc qui fait que une chose en a amené une autre, et ils m'ont contacté, ils m'ont demandé un truc, je leur ai répondu, et puis ça s'est construit. Et en fait, tout s'est construit bien avant, grâce à Internet, bien avant que réellement je ne rencontre même ces gens-là. Donc, tu vois, Internet, c'est aussi ça peut amener des solutions. C'est pas, je le prends pas moi comme le métier du disque, c'est affalé à cause d'Internet. Non, je pense vraiment pas ça. Comment est-ce que vous expliquez, alors que beaucoup d'artistes, notamment les artistes français, soient vent debout contre Internet, ont réclamé, pas forcément que eux, mais notamment leurs patrons de maisons de disques, ont réclamé des mesures. Il y a deux choses. Il y a la transmission de l'information, ça c'est une chose, et la captation, là moi je suis contre.
Je trouve ça injuste que le travail qu'on fait puisse être gratuitement téléchargé. Si tu veux que les mecs l'écoutent gratuitement chez Deezer et compagnie, ça me gêne pas à la limite. Ils font leur programme, ils font leur truc. Ok. À partir du moment où ils le captent et ils peuvent l'extraire de là, alors là ça devient difficile parce que nous, comment on fait pour s'en sortir? Et face à ça, vous pensez que c'est la pédagogie des artistes? Vous, on comprend que vous êtes totalement imbriqué avec Internet et que c'est pas de la défiance a priori. Et pourtant, vous poussez ce petit cri d'alarme en disant pas de captation. Ah non, c'est dégueulasse. Ou ça passe par la schlag, Adopi, tel qu'elle a été mise en place. Pas. Non, mais vous, dans le feeling, vous êtes non, mais vous êtes artiste, donc vous êtes concerné. Dans le feeling, c'est plutôt pédagogique. C'est à vous la responsabilité de l'artiste d'expliquer à son public. C'est techniquement parlant, je trouve que ça devrait pas pouvoir se faire. Je trouve inadmissible les sites qui proposent des téléchargements gratuits. Mais Deezer reste gratuit et même maintenant accessible offline sur les téléphones. Mais Deezer, tu peux pas voler de Deezer. Tu l'écoutes, tu fais ton programme. Et moi, je suis pas contre ça. Ce que je trouve anormal, c'est justement qu'il y ait une captation, une saisie, sans ristourne à ceux qui ont fait que. Et en même temps, on voit que ceux qui téléchargent le plus illégalement, donc par le pirate, la saisie, sont ceux qui par ailleurs achètent le plus de biens culturels. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y a une nouvelle façon de regarder ces types de consommateurs et qui ne sont pas simplement dans le vol systématique, parce qu'on là, visiblement, on décrit du vol, et qu'en même temps, c'est d'abord des énormes consommateurs de culture qui, bon an, mal an, bénéficient des artistes. J'ai l'impression que dans un premier temps, ceux à qui ça a surtout profité, c'est les vendeurs de caddies. C'est-à-dire, c'est comme si on te disait, vas-y, je te loue mon caddie, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Oui, mais toi, je te le loue quand même ton caddie. Donc les fournisseurs d'accès, eux, ils se gênent pas pour proposer des trucs gratos, mais c'est pas eux qui ont mis les. Ouais. Tu vois, moi, c'est comme ça que je le ressens. Moi, j'ai l'impression de faire partie de ceux qui servent d'attrait pour le reste. Et puis après, on me dit, vous vendez plus de disques? Alors vous avez qu'à faire des concerts. Il paraît que vous faites beaucoup d'argent avec les concerts. Tu parles. Faire un concert quand tu sais le bin ce que c'est pour mettre en route tout le nombre de personnes qu'il y a derrière en sous-jacence à l'arrivée. Il y a certainement des gens qui font beaucoup d'argent quand tu es lié à des gros succès. Mais pour l'essentiel des musiciens, moi je vois dans quel état ils ont les uns après les autres vendu leur studio, etc. On a quand même l'impression effectivement que les artistes en bavent pour se faire connaître, pour gagner de l'argent, mais que les maisons de disques, elles, continuent à avoir des profits qui sont... c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure aussi hors antenne, qui continuent à augmenter. Mais ça, je ne sais pas, parce que en l'occurrence, je rencontre que des gens qui se plaignent. Alors, et moi, j'essaye de continuer à faire mon truc. Sans les médias, enfin je dis pas tous parce que j'ai la chance d'avoir quelquefois des gens qui m'accompagnent, mais sans les grands médias people qui confondent encore une fois notoriété avec talent. Moi j'ai pas le soutien de tout cela et malgré tout, ça fait 30 ans que sans avoir jamais été cité une fois aux Victoires de la musique, je continue à faire ce que j'ai à faire. En le faisant payer à ma famille aussi. Vous êtes cité dans Petit Stream, allez on continue. C'est pas drôle. Petit Stream reçoit ce soir Charles-Élie Couture. Charles-Élie Couture, on va parler du modèle économique. On ne va pas vous demander votre fiche de paye, mais aujourd'hui, la surface de subsistance, de survie d'un artiste comme vous, elle est obligatoirement liée à la diversification de ce que vous appeliez le multiste, le multi-artiste. Aujourd'hui, vos revenus, ils viennent de quoi? Si on fait un camembert, sans donner de valeur, moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais voilà, il y a la musique, il y a la photo, comment ça marche? Disons que depuis, ça fait 2 ans que je ne vis que de ce que je fais en peinture et j'essaie de diminuer le maximum mes frais puisque l'essentiel de mes frais c'est le prix de mes loyers. Donc j'essaie de vivre avec peu de choses. Cette année ce sera mieux j'espère parce que le disque a l'air d'être pas trop mal parti, c'est-à-dire c'est rien comparé à ce que c'était avant. Hein. Mais
Mais disons qu'il y a une tournée qui s'enchaîne derrière, les choses ont pu se remettre en route, et aujourd'hui, peut-être que cette année, ça fera du 50-50, je ne sais pas. Quand vous dites c'est rien comparé à ce que c'était avant, dans la carrière d'un artiste, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, paf, on a du succès, on enchaîne plusieurs tubes, et puis après, sans pour autant se renier en plus, parce que ça n'a pas été votre cas, vous êtes resté fidèle à un idéal musical, qu'est-ce qui fait que ça marche plus, ça marche moins ? L'évolution, le système, les ondes, les courbes, les gens, tes interlocuteurs, tes amis, tout ça change. Ceux qui étaient à un poste dans une maison de disques, par exemple, un mec qui t'a soutenu, il est remplacé par un autre mec 3 ou 4 ans après. L'autre mec veut marquer sa différence. Tout d'un coup, il décide que c'est plus toi qui dois marcher, mais partir sur autre chose. Donc petit à petit, on vient considérer que t'es plus une priorité, mais que toi, t'as tes fans, donc ça va se faire tout seul, puis ça s'affaisse. Et puis tu peux aussi te tromper, prendre des risques en termes de artistiques, essayer de partir, je sais pas, là, par exemple, à une époque, j'ai essayé de faire beaucoup de choses avec des computers, de remplacer les musiciens, peut-être pour diminuer les frais aussi. Mais petit à petit, les gens se sont mis à considérer que ce qu'ils avaient aimé dans ma musique, ils ne le retrouvaient pas là. Donc, une fois qu'ils ont commencé à se désintéresser d'un disque, ou puis qu'en plus on n'en parle plus, et puis que si puis ça, après raccrocher les wagons, c'est très difficile. Vous avez une communauté de fans aujourd'hui sur Internet, agrégés, qui prennent des nouvelles. Est-ce que c'est des fans du premier album, du premier titre, de la première heure ? Comment ça se passe ? Écoute, je fais pas de calcul statistique sur qui sont les milliers de gens qui sont inscrits sur mon Facebook. Ce que je constate, c'est que quand, disons, il doit y avoir 32 000 ou une quarantaine de milliers de personnes abonnées à ma newsletter, est-ce qu'ils la lisent jusqu'au bout, ce qu'ils en font, j'en sais rien. Ils sont là. Mais ils se sont inscrits. Donc ça me permet de diffuser des messages, et parmi ceux-là, quelquefois, il en ressort quelque chose. Mais c'est pas un truc garanti. Hein. Vous avez essayé de diffuser vos disques, enfin en tout cas votre musique, d'abord sur Internet avant de le diffuser sous la forme. Oui, je l'ai fait sur un titre que j'ai écrit pour Ilan Halimi. Et j'ai mis ce titre-là exclusivement sur Internet, sur mon MySpace. Et ça a été écouté, mais ça n'a pas eu plus de... Enfin bon, bref, on sait qu'il existe. Vous suivez ce qui se passe en France, de là où vous êtes, aux États-Unis. Oui. Vous suivez la politique française. Là, vous êtes cette semaine à Paris dans un contexte politique un peu particulier. Quel regard l'artiste que vous êtes porte sur la situation française et les comparatifs qu'il peut faire aux États-Unis ? Est-ce que ça vous donne envie de rester un peu plus longtemps ou de repartir très vite ? Non, c'est plus complexe que ça. Je suis dans un pays dont les systèmes de fonctionnement sont pas axés sur les mêmes principes que la Constitution française. Dans la Constitution française, les arguments d'égalité sont importants. Et j'en discutais d'ailleurs avec Veil, qui a écrit un truc sur justement, on a parlé beaucoup de la discussion à propos de l'état d'être français l'année dernière. Le débat sur l'identité nationale. Oui, et à l'arrivée, en fait, les gens ont dit qu'ils étaient très attachés aux principes révolutionnaires de l'égalité. Aux États-Unis, les principes aussi importants dans le premier amendement de la Constitution, c'est liberté de parole, liberté de religion, liberté de pétition du gouvernement, liberté de la presse et liberté de je sais plus quoi. Mais c'est le mot liberté qui revient. Liberté, ça veut dire que tu es responsable de tes choix. Nul n'est au-dessus de la loi, mais tu peux aller jusqu'au bout de ton extrême. Ici, on est dans un pays dans lequel l'argument d'égalité est très important. Égalité, ça veut dire que tu es en relation souvent avec l'autre. Pour qu'on fasse une égalité, il faut qu'il y ait deux éléments. Donc,
Ici, on est dans un pays dans lequel on se compare souvent à l'autre. Est-ce que c'est juste que ça soit là par rapport à l'autre qui est par rapport à l'un qui est par rapport à l'autre? Donc, ce qui fait on monte les uns contre les autres assez vite comme ça. Ça au fait au lieu de considérer une chose pour ce qu'elle est, on la considère par rapport à autre chose. Alors, ça donne une lecture plus universelle de la vie, et ça éduque très jeune les enfants dans l'idée que il n'existe pas sans l'autre. Mais ça, c'est très différent des États-Unis. Où là, je dis souvent que quand on a un bon coup droit, on te fait travailler ton coup droit. En France, quand tu as un bon coup droit, on te fait travailler le revers. On est dans ce pays de l'antithèse. Et les choses se construisent sur ces principes-là. Parce que la France est un pays de manière qui a développé une intelligence, une subtilité, un goût dans la manière de faire, dans le processus, alors que les Américains sont des descendants d'immigrants qui sont venus avec ils sont venus pour faire quelque chose. Obligation de résultat. Donc, exactement. Donc c'est une pensée de la finalité. Et vous êtes à cheval entre les deux? Vous vous nourrissez des deux? Ou vous avez fui l'un pour rejoindre l'autre? J'ai pas fui, j'ai été obligé de partir parce que ici je pouvais pas. On me recollait tout le temps à ce que j'avais été ou à ce que les gens avaient perçu de ce que j'étais. Et donc c'était chanteur, donc pas photographe, chanteur, donc pas peintre, Lorrain, chanteur, donc pas Barbichette et la voix nasillarde. Ouais. Mais t'as pas besoin non plus, en plus, de vouloir être peintre, comme si c'était un truc. Mais non, mais attends, je suis ça depuis toujours. Oui, mais nous, on te connaît comme... Ben oui, mais c'est pas parce que toi, tu me connais comme chanteur et que t'as aimé l'avion sans aile que je dois faire tout le temps l'avion sans aile. et tout le temps... Moi, j'ai une autre quête qui est plus sur le rapport de l'être avec son milieu, dans le fait du recommencement, etc., de la reconstruction. Ça, c'est ce que je fais depuis toujours. Ah oui, mais alors là, non. Ouais, mais pour nous, t'es un chanteur. Eh ben, j'admets, mais alors je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Et puis, du coup, vous êtes chanteur en France et artiste aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Et plasticien aux États-Unis, où là, les gens ne me voient pas tout court. Et le Charles Elie chanteur, il peut avoir une existence aux États-Unis? Non. Vous ferez pas les concerts comme Johnny, d'emmener des fans de France pour remplir une petite salle à Las Vegas? J'espère bien que j'ai 3 concerts qui pourront se finaliser, un à Manhattan, un autre à Brooklyn et un autre à Harlem. Mais tu sais, ça va concerner quelques centaines de personnes, c'est pas le fait... Mais justement, taper le bœuf là-bas à New York et avoir cette nouvelle vie, c'est frustrant ou non, vous pourriez aller chanter de temps en temps dans un bar ou un piano-bar? Oui. Mais Woody Allen fait l'inverse, lui. Il va jouer de la clarinette parfois dans des halls d'hôtel à New York. Il n'y a pas grand monde d'ailleurs. Oh non, pas parfois. Il a tenu ça régulièrement tous les mardis, tel jour à telle heure. C'était pas un truc c'était pas un caprice. Hein, c'était musicien comme Ingres pouvait être musicien d'orchestre lui aussi. Hein. Mais pour moi, je suis pas parti pour ça, quoi. Et la politique? Si j'avais fait de la politique, je serais ministre de la Culture. C'est-à-dire, j'aurais espéré avoir un poste dans lequel je puisse intervenir. Faire de la politique pour me chamailler dans un bistrot, ça m'intéresse pas. Ce qui m'aurait intéressé, c'est de pouvoir faire quelque chose. Un homme politique, on lui demande d'intervenir sur le monde, de faire des trucs, pas de causer. Le causer, c'est le boulot des philosophes, c'est le boulot des intellectuels. Mais un homme politique, on lui demande d'intervenir. Vous avez lu la presse cette semaine avec les hésitations de la droite sur les consignes de vote, etc. Vous avez tout vu, tout lu, tout entendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien, moi. Être un artiste... Alors j'insiste là-dessus, parce que si j'avais choisi de m'engager dans la vie politique, j'aurais donc pris le point de vue de l'intervenant, c'est-à-dire en tant qu'artiste, je suis juste quelqu'un qui donne un avis qui est, à travers mes chansons, est formalisé d'une manière qui la rend, on va dire, partageable au-delà des partis et au-delà des sectes. Je me suis rendu compte que même quand Bruce Springsteen a donné Coréam pour défendre Kerry en faisant des concerts dans lesquels il y avait des milliers de gens qui venaient se déplacer, ça n'a pas fait bouger d'un pet le vote John américain. Kerry, le candidat démocrate. Oui, pour la seconde réélection de Bush. Peut-être que le problème c'était Kerry dans cette équation.
Oui, peut-être, mais quand Yannick Noah a dit qu'il partirait à New York si Sarkozy était élu, ça n'a pas fait beaucoup changer la vie de certaines personnes qui, au moment de voter, se sont dit « Oh putain, j'ai quand même pas voté Sarkozy parce que… » Et vous êtes acteur, enfin vous dites « J'agis dans mes chansons et j'ai un message qui rassemble plus qui clive ». Plutôt humaniste, oui. Est-ce que vous êtes acteur jusque dans l'urne, c'est-à-dire le Charlélie citoyen Je vote, oui, bien sûr. Oui, évidemment. Mais c'est une vote comme un grain de sable pour faire un château. C'est le même que le mien ou que celui de David. Voilà, c'est ça. Donc à ce moment-là, quelquefois, c'est des décisions qui correspondent à l'humeur, à la confiance, à ce que je ressens de ce que les gens m'ont dit ou promettent. Et la distance, vous pensez que ça vous donne une forme de lucidité supplémentaire ou ça permet de se détacher d'un certain nombre d'hystéries qui naissent sur des caprices sans aucune réelle valeur, mais simplement arrêter à la manifestation de telle ou telle épidermie, quoi. Donc, pourquoi vous trouvez qu'en ce moment la situation est justement épidermique ? Ouais, tout à fait, parce que il y a un certain nombre d'événements, de modifications géopolitiques, religieuses qui sont indéniables et qui font que le comportement ou plutôt les intentions des gens se remettent en cause eux-mêmes sans avoir d'attachement forcément lié à tel ou tel parti, c'est-à-dire sans devoir. Voilà, je veux dire, ça on le voit partout. L'islam a jamais été aussi important que ce qu'il est en Europe. Par exemple, la viande halal, quand j'étais petit, il n'y en avait pas dans les boutiques. Mais aujourd'hui, il y en a partout. Donc, à un moment donné, je ne dis pas que ce soit bon ou pas bon, que c'est bien ou pas bien, mais à un moment donné, les gens qui avaient l'habitude de ne pas voir ça et puis qui voient ça, alors il y en a qui se ferment à ça, il y en a d'autres qui se regroupent de ce point de vue-là, mais c'est indéniable que tout d'un coup on s'aperçoit que il faut gérer une situation qui est différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a ne serait-ce que 10 ou 20 ans. Pourquoi ? Je serais bien mal placé pour connaître la raison pour laquelle la barbe est revenue à la mode aujourd'hui. C'est votre faute, évidemment. Ouais. Mais pour le coup, aux États-Unis, ils n'ont pas cette crispation-là sur. Je te dis encore une fois qu'aux États-Unis, l'argument, la liberté religieuse est marquée comme une liberté, ce qui signifie pratiquer ou ne pas pratiquer une religion, mais elle n'était pas imposée. Donc c'est un rapport avec les communautés qui est très différent de celui-ci en France où on se sent heureux quand tout le monde est égal. Là-bas, non. Donc, et quand vous dites quand tout le monde est égal, ça veut dire quand tout le monde est pareil aussi ? J'ai l'impression que c'est le risque. C'est les jardins de le nôtre. C'est les jardins à la française contre les jardins à l'anglaise. C'est pas pareil. Vous êtes plutôt dans le joyeux bordel créatif que dans en tant qu'artiste, la norme au carré. Je suis heureux dans l'idée que je peux pousser mon affaire à l'extrême. Mais quand on me dit ce qu'il faut que je fasse, je suis un peu mal à l'aise parce que moi je suis pas un bon patineur de figure imposée, je suis meilleur en figure libre. Et je me demandais, vous dites l'artiste Charlélie, il dit la même chose dans ses peintures, dans ses photos, il essaye en tout cas d'avoir un message ? Non. Ou c'est la spontanéité de la démarche qui vous amène à créer ? C'est exactement ça le multisme, c'est de choisir le mode d'expression en fonction de ce que tu as à dire. Et autant ce que je dis c'est clair dans mes chansons et je m'efforce de dire sans manière ce que je pense, autant quand je choisis d'utiliser l'image, c'est parce que je trouve qu'il y a une force supplémentaire aux mots et qu'il y a des choses qui passent mieux avec des images qui sont à la fois plus choquantes, plus interpellantes, plus révélatrices, parce que l'art, quel qu'il soit, c'est une révélation. Donc, c'est-à-dire que ça permet aux gens de tout d'un coup de dire moi c'est pareil, moi je ressens la même chose, que ce soit de la littérature, que ce soit de la danse, que ce soit de la musique ou des arts plastiques, c'est l'art, c'est ça, c'est une histoire de ressentir, de faire apparaître des choses qui n'étaient pas apparues. On va passer aux questions des internautes et à tout ce que vous avez dit commenter via Twitter. Allez, on y va. Alors,
Charles-Élie Couture, invité de Petit Stream. Tu veux dire Charles-Élie tout court, hein. Charles-Élie maintenant d'ailleurs. Ah ouais, moi, c'est marqué sur Wikipédia aussi ça. On dit Charles-Élie. Et pourquoi on dirait plus Couture? Parce que Couture, c'est les administrations qui m'appellent Monsieur Couture, c'est les employeurs qui m'appellent Couture, c'est mes amis ils m'appellent Charles-Élie. Oui, mais ceux qui ont fait connaissance avec vous en écoutant... Dans les années 80, il y avait Couture sur le disque, moi je m'en souviens comme ça. Absolument, oui, ça a duré 3 disques, c'était dans les années 80. Alors ça fait depuis 89 que tout ce que je signe, moi je signe Charles-Élie. Alors sur Facebook... C'est bien dire que tu as vieilli. C'est bien dire à quel point c'est difficile de faire changer. Et sur Facebook, on vous demande David qui vous demande des nouvelles de Tom Novembre. Qu'est-ce qui devient Tom Novembre? Il est venu, je l'ai vu à Boule Noire quand j'étais en concert la semaine dernière, il y a une dizaine de jours. Et voilà, je pense qu'il prépare des trucs. Vous étiez à la Boule Noire, vous allez faire le Casino de Paris, c'est ça le 10 et le 11 juin, je fais le Casino de Paris. Entre-temps... Commentaire d'Emery sur Twitter. Charles-Élie donne une claque de jeunesse et de jouvence à tous les ronchons du web. Musique, art plastique, internet, foot, bientôt candidat à la présidentielle, Charles-Élie Couture, point d'interrogation. C'est David Dégouille, encore un David. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le consommateur serait invité à remplir sur le net le caddie loué. Il commande ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Un regard optimiste de Charles-Élie Couture sur le marché du disque aujourd'hui. Charles-Élie Couture est une des rares personnes que la Poste a aidé. En parlant de Colissimo. Les gens se sont lassés, ils reprennent. En d'autres circonstances, ils m'en ont paumé des paquets. Ils ont paumé des paquets. En tout cas, ils aiment. On sent qu'ils aiment et qu'ils sont séduits par le discours. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui pour écrire une chanson, faire une photo, un tableau? Ça peut être n'importe quoi. Il y a des modèles. Ça, c'est un truc que j'ai découvert. Qu'est-ce que c'est l'inspiration? L'inspiration, c'est un murmure. C'est un petit souffle. C'est pas comme Lavilliers disait que c'était un cri qui vient de l'intérieur. Moi, je crois que c'est plutôt un murmure. Et c'est la particularité des gens qui ne font que ça, que de pouvoir entendre ce murmure et de se laisser porter par cette petite chose qui te dit peut-être que tu devrais. Mais c'est juste comme ça. Peut-être que tu devrais faire ça. Et comme on est attentif, on se dit ah ouais, mais c'est vrai que je crois que jamais j'ai entendu quiconque parler de ça. Alors vite fait, d'une manière un peu fébrile, on note et on prend le note de ça. Moi, j'ai des dossiers d'idées comme ça. Vous avez des carnets, vous notez dans des carnets? Des carnets, j'en ai eu beaucoup. Maintenant, les carnets, ils sont sont dans mon ordinateur. Et ces choses-là, ça peut être des sujets qui paraissent légers, mais qui renferment une idée forte. Par exemple, la dernière que j'ai notée, c'était je sais que j'aurais dû être là. Et cette phrase, je sais que j'aurais dû être là. Je crois qu'elle parle, elle fait appel à tout un niveau de conscience, et je vais certainement l'utiliser dans ci ou dans ça. Voilà. C'est un murmure qui est en train de grossir dans votre tête petit à petit. Non, j'ai noté, j'ai développé sur une chanson, et puis mais si ça va devenir quelque chose ou pas, j'en sais rien. Et tu connais l'importance des choses avec du décalage. C'est pour ça que c'est si important de considérer que l'important c'est de faire. Après, si ce que tu as fait est important ou pas, c'est l'histoire qui juge. La Tour Eiffel, elle aurait pu être démontée. C'est toujours le truc, ça, la Tour Eiffel, moi, le mystère. Est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un arrivait avec le projet de faire une Tour Eiffel, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui oserait financer un truc aussi inepte ? En disant, mais attendez, on va le construire juste pour 2 ou 3 ans maximum, puis après on le démonte. Attends, mais vous êtes fou, non? Attendez. Justement, il y a une question d'Emmanuel qui dit, est-ce que vous avez des nouveaux projets d'architecture? Architecture, j'ai jamais fait, non. Jamais eu de projet d'architecture? Il a rêvé, alors. Non, mon père, lui, avait fait des études d'architecture interrompues par la Gestapo quand il est entré des camps de concentration. Mon père avait d'ailleurs été un des soldats de Stéphane Hessel, qui m'a donné la Légion d'honneur quand mon père est mort, et que c'est Stéphane qui me l'a remise avant que je m'en aille à New York. Et donc la Légion d'honneur de votre père, ou il vous a décoré? Mon père m'avait demandé que je porte sa médaille. Et ça a été un moment très fort dans ma vie. Vous avez vu le succès de Stéphane Hessel en France avec la vente de ses livres? Oui, c'est tant mieux. Ouais. Vous vous indignez, vous, ou pas du tout?
Vous n'avez pas l'air de vous indigner. Quand les gens que la politique indigne aujourd'hui, c'est pas votre tasse de thé. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je m'efforce de considérer les autres avec dignité. Je ne m'indigne pas, je m'efforce dans mon comportement et dans ma relation avec ceux qui m'entourent, et je crois que si j'existe toujours, c'est parce que je respecte ceux qui me respectent. Cependant, je ne fais pas d'efforts non plus pour faire des illusions aux imbéciles que je fais semblant de considérer comme des malins. Non. Vous croyez en Dieu ? Oui, bien sûr. Vous pratiquez ? À travers mon art, surtout. Je ne suis pas religieux, mais bien sûr, Dieu c'est... Mais disons que Dieu c'est comme l'art, c'est-à-dire qu'il apparaît à ceux qui le cherchent. Si tu ne le cherches pas, tu ne le vois pas, hein, de toute façon. Et si tu ne veux pas admettre l'idée de l'art, bon, ça ne sert à rien, je veux dire, mais Dieu non plus, sauf jusqu'au moment où... Et là, ça crée un lien entre ceux qui ont l'impression d'avoir quelque chose à se dire quand ils parlent le même langage. Charles-Élie Couture, excusez-moi, je donne votre couture. Passez-moi votre album, je vais le montrer à la caméra. Merci d'avoir été avec nous. Je pense que cette vidéo va faire long feu sur Internet et qu'elle va devenir culte, cette conversation avec un artiste qui sort donc un album qui s'appelle Forever, qu'on ouvre et dedans on trouve une belle galette noire. C'est beau comme tout, avec des photos de Charles-Élie Couture et la photo d'un autre artiste. Voilà, ça s'appelle Forever et je pense qu'il a été fort rêveur, Charles-Élie Couture, dans ce petit stream, tout en répondant à nos questions. Petit stream, vous allez le retrouver donc demain sur Dailymotion, sur YouTube, sur Europe1.fr. Merci Charles-Élie Couture, merci à ceux qui vous ont interrogé, qui sont aussi des forts rêveurs, chacun dans son genre. Jonathan Boucher-Peterson et Johan Hufnagel de Slate.fr. Salut, Petit stream se retrouve et on vous retrouve la semaine prochaine. Ciao.